Radio. À 5 jours du match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande, Amélie Oudéa-Castéra, l'équipe de France est à Rueil-Malmaison depuis samedi. Vous l'avez accueilli, je crois. Absolument, samedi après-midi. Samedi après-midi, et déjà une première polémique. Bastien Chalureau, le deuxième ligne de Montpellier, a remplacé Paul Willemse. Bastien Chalureau a été condamné le 3 novembre 2020 pour violence raciste. Il a reconnu les faits. Il nie avoir tenu des propos racistes. Il a fait appel. 2 députés LFI réclament son exclusion de l'équipe de France. Demandez-vous son exclusion? Je ne demande pas son exclusion. Dès que j'ai pris connaissance des faits, j'ai pris mon téléphone samedi après-midi pour échanger avec Raphaël Ibanez, le manager général des Bleus, et comprendre si des échanges avaient pu se tenir avec Bastien Chalureau, quel était le contexte, quelle était la position du joueur sur la situation, et m'a été confirmé qu'ils avaient bien échangé avec Bastien Chalureau et que Bastien Chalureau maintenait sa version des faits, qui est qu'il reconnaît les violences, mais absolument pas les éléments de racisme. Donc des violences sont toujours un problème, bien évidemment. La dimension raciste, elle, est inacceptable. Mais le joueur, qui a fait appel précisément parce qu'il nie cette dimension raciste des propos tenus, voilà, aujourd'hui, c'est à la justice de trancher. Il est important qu'elle puisse faire son travail sereinement. Ce n'est pas à moi d'interférer dans cette procédure judiciaire, et de souligner que ce travail serein doit être dans le respect de la présomption d'innocence. Mais j'ai aussi envie et besoin de rappeler que quand on porte le maillot d'une équipe de France, les valeurs d'égalité, les valeurs de fraternité sont absolument essentielles et impératives. Donc, laissons la justice faire son travail. On a maintenant un 15 de France qui doit être concentré sur l'objectif. Il y a de la transparence qui sera faite sur tout ça et une justice qui devra établir les faits. Bien, nous n'allons pas consacrer évidemment toute cette interview à l'affaire, enfin l'affaire entre guillemets, Bastien Chalureau. Je rappelle simplement qu'il a été condamné en première instance à 6 mois de prison avec sursis pour, je cite la justice, fait de violence, avec la circonstance que ces derniers ont été commis en raison de la race ou de l'ethnie de la victime. Ça, oui, c'est la condamnation. Tribunal correctionnel de Toulouse. Exactement. Il a fait appel. Dans notre droit, tant qu'il n'y a pas de condamnation définitive. Bon, 2 personnes agressées dans les rues de Toulouse, frappées. Il aurait dit « ça va les bougnoules », c'est ce qu'il aurait crié avant de frapper l'une des 2 personnes. Il nie ses propos racistes, il a fait appel. Vous dites, pour l'instant, il peut porter le maillot de l'équipe de France de rugby. Oui, dans notre système. Il n'est pas entaché. Dans notre système juridique, et je pense qu'on est tous attachés à l'indépendance de la justice et au fait qu'elle puisse faire correctement son travail. Tant que vous n'êtes pas l'objet d'une condamnation définitive, vous êtes présumé innocent. Et encore une fois, les échanges qui ont été tenus samedi après-midi confirment que le joueur continue de nier absolument et totalement ces accusations de racisme qui sont portées contre lui. C'est quand même l'occasion pour moi, de réaffirmer ces enjeux de valeur. Et puis de ressouligner qu'il y a un devoir d'exemplarité et que même les violences tout court, il faut absolument qu'on arrive à s'en passer quand on la Coupe du Monde de rugby, cette Amélie, inspiration pour des jeunes. La Coupe du Monde de rugby, Amélie Oudéa-Castéra, tout se présente bien, tout est au point pour un bon déroulement de l'épreuve, la sécurité. Le président de la République sera au match inaugural vendredi ? Le président de la République sera au match inaugural. Oui. Il sera aussi ce midi à Rueil-Malmaison avec le 15 de France et le sélectionneur et tout le staff. On sait qu'il aime bien ces moments où il peut un peu les encourager au nom de toute notre nation. Et on a ce matin un moment important avec World Rugby, avec le comité d'organisation France 2023, pour justement exposer tout le dispositif d'organisation. Ce sera pour moi l'occasion de mettre en valeur la contribution qui a été très importante de l'État et de toute l'équipe gouvernementale
aux côtés du comité d'organisation, sur les enjeux de sécurité, sur lesquels nous reviendrons mercredi matin avec Gérald Darmanin dans une conférence de presse dédiée. C'est une répétition des Jeux Olympiques et Paralympiques. En tout cas, je vais y revenir là-dessus. Et oui, on va y dimension revenir. de transport qui est aussi très importante. Oui. La dimension de mobilité avec un plan que nous avons pu établir avec Clément Beaune, plan de mobilité national, décliné localement avec les différents préfets, et puis un travail mené avec le ministère de la Santé et de la Prévention sur les risques sanitaires. Des enjeux sur le plan sportif aussi, parce qu'il a fallu parfois aménager les calendriers. Il y avait des enjeux de rupture d'exclusivité sur certains stades, et donc on a travaillé avec l'UEFA, on a travaillé avec la Fédération française de foot et la Ligue de foot professionnelle pour aménager les calendriers de Ligue 1, de Ligue 2 et sur les compétitions européennes. Et je voudrais vraiment saluer, si vous me le permettez, le caractère hyper constructif des échanges qu'on a eus ensemble. Ces trois institutions nous ont vraiment aidés pour le rugby, au nom de l'intérêt supérieur du sport français. Je voulais le souligner aussi. Bien, le sport français commence à l'école, rentrée scolaire aujourd'hui. Le sport à l'école insuffisamment développé dans notre pays. Il est proposé à chaque enseignant de primaire de consacrer 30 minutes par jour à une activité physique dans le temps scolaire ou périscolaire. C'est pratiqué vraiment. Est-ce qu'on pratique dans chaque école française 30 minutes de sport par jour ? Alors, pas encore à 100%. Et pourquoi ? Et c'est la raison pour laquelle, la semaine dernière, nous avons eu cette rencontre, cet échange très nourri avec Gabriel Attal et l'ensemble des recteurs et d'un certain nombre de directeurs académiques de départements, pour justement bien marteler le fait que nous voulons une généralisation à 100%. Donc obligatoire. D'après les estimations, on sait qu'il y a probablement 10 à 15% d'établissements qui ne sont pas encore rentrés dans l'enseignement, dans la pratique de ces 30 minutes au quotidien. Oui. Et on sait qu'il y a un petit déficit d'accompagnement. Les études que nous avons fait faire, les enquêtes que nous avons fait faire de terrain là-dessus montrent que les professeurs des écoles ont besoin d'être mieux accompagnés. Et c'est donc un enjeu. On a désigné dans chacune des circonscriptions académiques des référents pour le déploiement de ces 30 minutes d'activité physique quotidienne. Et j'ai souhaité qu'on mette aussi en place une équipe de France des 30 minutes avec des athlètes. Ça n'avait jamais été fait auparavant. Un petit peu plus de 150 athlètes, dont des athlètes exceptionnels. Je pense à Tessa Worley, je pense à l'athlète Sacha Zoya, qui ont accepté d'aller dans Sacha les Zoya, écoles coureur de 110 mètres haies. Incarner avec les enfants cette pratique du sport. On voit qu'à chaque fois qu'ils le font, moi je les avais vus récemment à Nogent-sur-Marne, ça crée une complicité, un effet extraordinaire. Il est temps. Et on a besoin de... Amélie Oudéa-Castéra, il est temps, parce que je regardais les chiffres, en 40 ans, les collégiens ont perdu 40% de leur capacité cardiovasculaire. Et 17% des collégiens français sont obèses. Au collège, 2 heures de sport supplémentaires par semaine, ce sera obligatoire ou pas ? Non, ça n'est pas encore obligatoire. C'est pour l'instant expérimental. Parce que d'abord, on s'appuie sur un socle qui est celui de l'EPS. On a près de 40 000 professeurs d'EPS aujourd'hui dans notre pays qui sont bien formés, qui font souvent un très bon travail. Et on a besoin d'abord qu'il n'y ait pas de dispense de ces cours-là et qu'on arrive à capitaliser. Dispense pour raisons religieuses, par exemple ? Non, enfin dispense pour des tas ça de peut arriver, vous le savez. Même des adolescentes qui à un moment où le corps se modifie un peu, ont un peu envie de se faire dispenser parce que le regard des garçons, c'est des situations qu'on voit régulièrement. Donc moi je dis d'abord, on a ce socle. Ensuite, il y a ce que peut faire les associations scolaires, avec là aussi les 3 heures qui consacrent les professeurs d'EPS. Ensuite, il y a le sport en club, et tout l'intérêt des 2 heures de sport de plus pour les collégiens, c'est de fortifier ces passerelles entre les établissements ne pas les rendre scolaires obligatoires, ces 2 heures supplémentaires ? Eh bien, nous y viendrons peut-être. Pour l'instant, nous sommes sur une expérimentation qui a déjà été multipliée par presque 6 entre l'année scolaire 700 dernière, collèges volontaires. Versus 170 l'an dernier. Exact. Donc, la progression est très forte, mais on s'aperçoit que pour l'instant, cette expérimentation, elle a besoin d'être renforcée, notamment avec des comités de pilotage territoriaux où les collectivités, départements, régions doivent pouvoir davantage nous aider, notamment pour faire les liaisons en transport entre les établissements scolaires et les lieux de pratique. On a besoin aussi d'améliorer les équipements sportifs à destination
de nos élèves. C'est l'un des axes que nous travaillons avec Gabriel Attal aujourd'hui. Et puis, on a besoin là aussi d'avoir une meilleure orchestration. C'est une politique partenariale, c'est 2 heures pour les collégiens. Et moi, je souhaiterais, et Gabriel Attal l'a mis à l'étude, que justement les professeurs d'EPS puissent davantage contribuer à organiser ces 2 heures de sport en plus pour les collégiens. Vous avez dit quelque chose de très important, cette dégradation de la condition physique des collégiens sous l'effet de la sédentarité. Activité physique de la jeunesse, la France est 119e Absolument. sur 146 pays. C'est très mauvais, Oui, on ne va pas se voiler la face. Oui. Et vous avez évoqué donc ces chiffres-là, sous l'effet de la sédentarité, sous l'effet d'une dépendance croissante aux écrans. Ce que moi, je veux mettre en valeur, pour qu'on ait quand même une touche d'optimisme dans tout ça, c'est les études récentes qui ont été faites notamment par le professeur François Carré, dans le cadre du collectif Une France en forme, qui travaille beaucoup sur les sujets d'héritage autour des Jeux Olympiques et Paralympiques, et qui met en valeur qu'on a une capacité à inverser les courbes de manière très rapide. Ce qui veut dire que si vous remettez un enfant, un ado, à une pratique du sport, très vite, ça revient, la condition physique. Donc ça doit nous pousser à aller plus vite, plus fort, et essayer en effet de diffuser. Et j'ai envie d'avoir aussi un mot pour nos adolescentes, parce qu'elles sont souvent les plus concernées par les problématiques de décrochage, et je veux donc qu'on ait une action en leur direction, notamment dans le cadre des 2 heures pour les collégiens, qui doivent intégrer cette dimension plus ludique, d'innovation, de découverte de nouvelles disciplines sportives, parce que si elles ont décroché, c'est que justement elles n'ont pas trouvé leur compte dans des disciplines traditionnelles. Amélie Oudéa-Castéra, je ne vais pas revenir sur le port de l'abaya. Le ministre de l'Éducation nationale, j'imagine vous partagez totalement sa position. Totalement. La loi n'interdit pas le port du voile aux sportives en compétition. Faut-il changer la loi? Alors, est-ce qu'il faut changer la loi? La décision du Conseil d'État sur le sujet, sur le contentieux qui a opposé la Fédération française de foot et les hijabeuses, je pense à tracer des lignes qui sont claires. Il y a la nécessité d'abord de rappeler que toutes les personnes qui concourent au service public du sport, des cadres fédéraux, des arbitres, et y compris les joueurs et les joueuses quand ils sont sélectionnés en équipe de France, ça relève du service public. Il y a une obligation de neutralité, donc il ne peut pas y avoir de voile, il ne peut pas y avoir de port de signes religieux. Ça, c'est très important de le rappeler. Le deuxième élément qui est très important de rappeler, c'est qu'il y a en même temps une liberté de conscience, une liberté d'exprimer ses opinions quand on est un usager du service public, quand on est un usager des terrains de sport. Et là, c'est important de rappeler qu'il faut mettre des bornes qui soient claires. Et là, ce qu'a expliqué le Conseil d'État, c'est qu'on peut limiter, on peut exclure le port du voile dans un temps et un espace limité en compétition. Des compétitions. Voilà. Et donc, de dire, par ailleurs, je rappelle, parce que c'est un peu la troisième pointe du triangle, j'ai évoqué le service public, j'ai évoqué la liberté de conscience, la troisième pointe du triangle, c'est d'éviter tout comportement de prosélytisme qui, lui, est contraire à la on laïcité. exclut le voile dans toute compétition. Dans toutes les fédérations. Vous appelez parce qu'il y a des fédérations moi je dis qui aux tolèrent, fédérations, qui acceptent. Qu'est-ce que vous dites aux fédérations ce matin? Le droit montre qu'ils peuvent restreindre l'utilisation du voile, interdire le temps des compétitions. Mais on ne va pas non plus aller créer des problèmes là où il n'y en a pas. Il y a un certain nombre de disciplines, je pense au handball, je pense au tennis, je pense à ce qui se passe dans certains clubs de rugby. Vous accepteriez qu'en compétition, une joueuse de tennis porte le voile? C'est ce qui se fait aujourd'hui. C'est ce qui se fait aujourd'hui et ça ne pose aucune difficulté. Ça ne vous pose aucun problème? Ça ne vous pose aucun problème, Amélie Oudéa-Castéra? Aux fédérations qui ont en la matière le pouvoir réglementaire une capacité d'appréciation au vu des circonstances. Moi, j'ai salué la décision du Conseil d'État s'agissant du foot parce qu'on sait qu'il y a un contexte particulier, qu'il y a eu des difficultés sur le terrain et je pense que la validation de cette interdiction pendant le temps des compétitions était absolument la bienvenue. Puisqu'on parle de foot, vous avez vu les déclarations de Neymar avec Lionel Messi? Nous avons vécu un enfer à Paris. Vous comprenez que 2 joueurs de ce calibre-là puissent dire cela? Alors, c'est pas exactement les mots que j'ai lus, moi. Nous avons vécu un enfer. Moi, j'ai lu ça. Moi, la manière dont j'interprète ça, c'est 2 champions d'exception et qui sont
probablement malheureux et frustré de ne pas avoir réussi à Paris à davantage briller et davantage exprimer des choses, notamment en Ligue des Champions. Moi, je vois ça comme la frustration du champion. Paris est un grand club. Je pense qu'on voit que dans le mercato récent, ils ont été en capacité d'attirer des grands talents. Je pense à Kolo Muani, je pense à Dembélé. Et voilà, je pense qu'il ne faut pas là non plus avoir un esprit de polémique excessif. Castéra, puisqu'on parle de foot, vendredi soir, Nantes-OM en Ligue 1 de foot, nouvelle agression de supporters, encore une fois, une famille marseillaise agressée, le père de famille a fait un infarctus, il se remet difficilement, le FC Nantes va déposer plainte aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas assez de cette violence dans les stades de foot? Si, franchement. Clairement. C'est pour ça que j'ai réagi hier. J'ai voulu vraiment dire mon indignation, mon soutien total à la famille, à qui j'ai d'ailleurs écrit un mot, à la maman. C'est bien, mais... Je me suis félicitée que la Ligue de foot professionnelle se soit saisie de l'affaire avec la commission de discipline. Je suis évidemment soulagée que le FC Nantes ait lui-même indiqué qu'il allait porter plainte et absolument condamner les faits qui se sont produits. C'est totalement inacceptable. Ne cesse. Donc pensez les aux violences papas, dans les stades, pensez aux petits garçons. Et pour le reste, je pense que notre équipe gouvernementale, avec Gérald Darmanin, avec Éric Dupond-Moretti, on n'a jamais fait autant dans les derniers mois pour éradiquer la violence de nos stades. Je pense notamment dans le cadre de la loi olympique et paralympique, la disposition que nous avons fait passer, qui pose une interdiction judiciaire de stade automatique désormais pour les auteurs de faits de violence ou d'ailleurs de propos discriminatoires ou incitatifs à la violence. Cet arsenal, nous le déployons aujourd'hui avec une gouvernance dédiée dans laquelle nous associons les supporters. C'est l'instance nationale du supporterisme. Et là-dessus, ma feuille de route est extrêmement ambitieuse et déterminée pour qu'on éradique les choses. Et le travail commence en amont des rencontres, pendant les rencontres et en aval, avec une fermeté totale sur les sanctions. N'y a-t-il pas complaisance de certains clubs avec leurs supporters les plus violents? Une forme de complaisance? Nous aurons à la fin du mois, avec Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, un travail conjoint avec la Ligue de foot professionnelle pour affiner les termes d'un protocole qui permettra d'envoyer plus que jamais ce message de fermeté absolue. Quel message alors? Quelle décision? Qu'il faut absolument aujourd'hui à l'échelle des clubs travailler sur l'ensemble des dispositions. Je pense notamment aux interdictions commerciales de stades. Je pense au fait que les directeurs de la sécurité, on a vu là qu'il y avait des tensions à Nantes sur ces registres, tiennent absolument toute l'amplitude de leur responsabilité et qui est une voix exprimée par les clubs qui soit sans ambiguïté. Bien, les Jeux Olympiques, un mot sur les Jeux Paralympiques. Seuls 9% des stations de métro accessibles aux handicapés à Paris. Il va falloir faire quelque chose avant les Jeux. Comment faire? Alors, deux choses. 22 ascenseurs publics sur 28. Vous avez raison de souligner que notre pays a pris du retard dans les dernières décennies sur la mise en accessibilité de l'ensemble des équipements qui marquent notre vie quotidienne. C'est un constat qui est clair. On s'y attaque. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. La mise en accessibilité du métro parisien, malheureusement, ça ne sera pas possible dans les temps du projet. En revanche, il y a certaines lignes, je pense à la ligne 14 qui va être essentielle pour la desserte des Jeux. Je pense au RER E avec les extensions dans le cadre du projet EOL qui seront totalement accessibles. Je pense à la détermination que nous avons eue avec les opérateurs, avec IDFM, pour qu'on ait des travaux de mise en accessibilité sur 65 gares de l'Île-de-France. C'est des centaines de millions d'euros qui ont été investis depuis 2018 sur ces sujets-là. Et nous avons aussi un plan sur l'accessibilité universelle que nous porterons dans les prochains jours avec Clément Beaune et notamment Jean Castex et Jean-Pierre Farandou pour démontrer qu'il n'y a pas seulement les enjeux de mobilité réduite, mais aussi tout un travail que nous menons pour l'accessibilité des déficients visuels ou auditifs. C'est extrêmement important. Nous serons au rendez-vous, de la même façon que sur l'hébergement, on travaille à l'audit de toutes les chambres en région parisienne
qui vont accueillir des personnes handicapées ou à mobilité réduite. C'est un engagement extrêmement fort. On mettra aussi en accessibilité un certain nombre d'établissements avec ma collègue Olivier Grégoire et Fadila Katabi, avec les 300 millions, dont 100 millions dès 2024 pour les établissements hôtels, cafés, restaurants autour des sites des Jeux, de manière à sécuriser cet accueil de qualité pour les personnes handicapées. 2 questions pour terminer. Le baiser forcé de Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole de football, à la joueuse Hermoso, Jenny Hermoso. Le football est-il machiste ? Je crois qu'il ne faut pas faire des généralités. Pas de généralité. Je pense que le football progresse et je trouve cette affaire hallucinante. Je trouve cette affaire... voilà, moi j'ai envie de dire une chose, on n'embrasse pas une femme par surprise, on n'embrasse pas une femme sans son consentement et on ne cherche pas après tous les motifs possibles et imaginables pour essayer de dire qu'en fait, non, c'est juste pas acceptable. Ben pour l'instant, il est toujours président de la Fédération espagnole de football. Il a été suspendu par la FIFA, oui. Et le tribunal administratif des sports en Espagne a été saisi et je pense qu'il y a une fermeté totale. La faute est grave et non pas très grave, a dit le tribunal. Jusqu'au niveau de Pedro Sanchez sur ce sujet, je pense que nous partageons tous cette indignation. Je voulais aussi vous interroger sur le MMA. Le MMA, c'est en pleine expansion. Ouais. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous souhaitez qu'un jour le MMA soit aux Jeux Olympiques ? Je pense qu'il y a un peu de chemin pour ça. Pourquoi ? Non, mais vous savez, il y a des disciplines... Pourquoi ? Non, je pense que d'abord... entre guillemets, au catalogue des Jeux Olympiques, il y a toujours des renoncements. Oui. Aujourd'hui, par exemple, le golf n'est pas... le squash, pardon, le golf, évidemment, le squash ne l'est pas. Bon. Donc, il y a toujours une compétition pour être dans la liste. Bon. Moi, il se trouve que j'ai à nouveau noté samedi soir l'adhésion populaire extraordinaire, le combat gagné de Cyril Gane, notre championne qui a aussi fait des choses formidables. Donc, on est en train de voir une génération de champions français. Patriotisme, intégration. Oui. Alors, c'est amusant parce que je vois tout à l'heure le président de la Fédération française de boxe qui aujourd'hui a la délégation pour le MMA. Et c'est l'occasion pour moi de passer en revue tout ce qui est fait sur le développement de cette discipline, sur le haut niveau, mais aussi sur les enjeux sociétaux. Parce que je suis vigilante à ce que dans une discipline comme ça, toutes les valeurs dont on parlait tout à l'heure, de fraternité, de laïcité, ce sont les valeurs de l'olympisme, soient bien portées elles aussi. Et aujourd'hui, il y a encore un certain nombre de difficultés sur le terrain. Il n'empêche que cette discipline, je pense, est une discipline extrêmement intéressante qui permet de canaliser l'avion. Mais peut-être un jour, je pense qu'il y a du chemin. Je vous ai répondu. Et le fait que je reçoive tout à l'heure le président de la Fédé de boxe qui a la délégation de service public pour cette discipline sera l'occasion de montrer les points de progrès qui nous restent à faire pour la reconnaissance pleine et entière à tous les niveaux de cette discipline qui est extrêmement prometteuse et sur laquelle la France est très prometteuse. Merci Amélie Oudéa-Castéra. Merci d'être venue nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 8h50.